La supériorité insolente et évidente du PSG, puisqu'il même à 10 contre 11, l'OM n'a pas réussi à ne serait-ce qu'accrocher le match nul. Le point 2, j'ai envie de parler de la compo. Parce que le PSG, il faut toujours envisager un petit peu plus que le match qu'on regarde, et surtout quand c'est des matchs de Ligue 1. Et il y a 2-3 trucs au milieu de terrain qui m'intéressent plus que ce que j'ai vu ce soir, et notamment la présence ou non de Fabian Ruiz et le positionnement de Vitinha, qui est le meilleur joueur de cette équipe. Et puis le point 3, l'OM qui a pris une grosse claque, vraiment, parce que je pense qu'à 10 contre 11, ils devaient proposer beaucoup plus de choses, une grosse claque, et ça va être dur maintenant pour eux d'aller chercher l'Europe. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des autres matchs, j'espère, parce qu'il y a une grosse crise à Nice, dont j'aimerais dire 2 mots, parce que la semaine dernière, j'en avais parlé avec 2-3 infos, et je pourrais compléter là, mais vraiment rien ne va plus là-bas, quoi. Florent. Premier point, il y a le principe de plaisir, le principe de réalité. Le principe de plaisir, c'était en première mi-temps pour l'OM, c'était correct. Et le principe de réalité, c'est que même, comme l'a dit Daniel, je peux revenir à 10 contre 11, nul. Déjà techniquement nul en première, en fait, parce que techniquement, c'est une catastrophe. Mais il y avait l'envie, il y avait le truc, c'est pas bon. Et comme prévu, pour tester Gasset, on en est à 3 défaites en 3 matchs sur la série des vrais matchs, on va dire, enfin des vrais adversaires. Donc série à suivre, c'est vrai. Compliqué. Le 2, le PSG, soirée gestion, donc horrible aussi quelque part pour un classique, mais enfin je veux dire horrible pour l'histoire de ce championnat, parce que le PSG a géré. On fait sortir, à mon avis à juste titre, à la 65e, Mbappé et Dembélé. On gère pour le match de mercredi. Bon, voilà, rien à dire. Quand il y a un 0, tu gères pas non plus des masses. Bah si, tu gères, parce que même un partout, je veux dire, qu'est-ce que ça change? Enfin voilà, non, en tout cas, c'était sa volonté. Bon, moi, ça m'a pas choqué. On en débattra tout à l'heure. Et mon troisième point, juste, c'est sur les challengers qui tombent, c'est-à-dire que le 5e, le 6e, le 7e, le 8e ont tous perdu. Oui. Nice, Lens, Marseille donc et petit Rennes. trou. Petit trou parce que le podium a gagné. Une équipe comme Brest qui a vraiment été bousculée aujourd'hui a quand même trouvé le moyen de gagner. Paris gagne. C'est vraiment net là. Enfin Lille, les 4 premiers gagnent, les 4 suivants perdent. C'est vrai. Bon, les gars, on est désormais sur 13 ans sans victoire de Marseille face à Paris. C'est abyssal quand même. Oui, après évidemment, on le sait que ça s'explique. On le sait que ça s'explique par la différence de moyens, mais et surtout par le fait que le PSG ne néglige jamais ce match-là. Parce que le PSG, ça peut lui arriver d'être un peu moins bien dans les matchs de championnat, ça se voit. Mais ce match-là, mine de rien, il ne le néglige jamais, que ce soit au parc, au Vélodrome. Ils mettent toujours ce qu'il faut pour le gagner. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on entretient le fait que c'est important pour les supporters, pour le club, pour l'histoire, d'être sérieux dans le classique. Donc ça, c'est bien. Et c'est certainement ça qui explique aussi cette série qui semble interminable et qui s'explique aussi par le fait qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux équipes au niveau des moyens. Mais l'année dernière, dans le match de coupe, l'OM a gagné parce qu'ils ont fait un très très gros match et que le PSG, justement, ce soir-là, mais on était dans une saison assez terrible, pas dirigée, était passé à côté. En fait, c'est un PSG qui est fort pour la Ligue 1, hein, j'entends. On pourra reparler du reste, mais il y a plein de débats. Mais ce qui est le plus dur ce soir, je trouve que c'est un OM, on s'y attendait, puisqu'il y a des absences, mais qui est faible. La première période où l'OM est à la hauteur, on va dire, de l'enjeu, tu as des centres au 3e poteau, la frappe de Kondogbia dans les tribunes, tu as un gâchis technique sur des occasions. C'est terrible de voir un OM qui est quand même un gros club de notre Ligue 1 à ce niveau-là dans le classique. En fait, là où Flo a raison, c'est que de toute façon, même si le PSG s'implique dans ce match-là, même s'il ne néglige pas, ce soir, le PSG doit avoir 23 points d'avance sur l'OM. Et de toute façon, c'est pas normal. C'est pas normal que le PSG ait autant d'avance sur l'OM, comme c'est pas normal qu'ils aient autant d'avance sur Lyon. Et finalement, l'année dernière, Lens, qui a moins de moyens que l'OM, a fini tout près, même si c'était encore une fois une saison terrible pour le PSG. Brest a mieux résisté sur les... ça a fait 3 matchs. Paris a joué 3 fois contre Brest cette année, parce qu'il y a eu un match de coupe. Et Brest a fait une meilleure impression que l'OM. De toute façon, la qualité d'ensemble de l'OM est anormale. Ils sont trop faibles, techniquement c'est une catastrophe, le milieu de terrain ça va pas, les attaquants, il n'y a que Aubameyang qui tient la route quand tu fais rentrer des remplaçants ou quand tu regardes le reste de l'équipe. C'est pas bien, c'est pas un bon effectif, c'est pas un effectif qui est assez bon. Quoi. Un joueur par ligne, ou 1 ou 2 joueurs par ligne qui faisaient l'affaire. Et j'incluais Klose qui s'est blessé. Là tu as perdu... Klose, Verretou, Aubameyang, c'est quand même des bons joueurs ça. Et regarde, tu avais Klose, Mbemba.
les deux Mbemba, blessés. c'est un bon joueur. Les deux blessés. Moi, je pense que tu dois quand même faire mieux. Non, mais tu dois faire mieux. ce que je te dis, oui, mais quand même, tu as déjà peu par ligne et ils sont en plus en partie absents. Kondogbia, c'est un mec qui a connu le haut niveau, bon, il doit faire mieux. Non, mais d'accord. Non, mais il n'est pas bon, oui, mais c'est un mec qui doit faire mieux, Flo. C'est un gars, quand même, il a fréquenté des choses importantes dans sa vie. Alors, en gros, tu as un truc très simple. Tu as les bons joueurs qui, pour certains, sont blessés ou ne sont pas bons, Kondogbia, donc fatigués. Kondogbia physiquement n'est pas bien. Non, mais je sais pas pourquoi. C'est normal qu'il soit cramé. Ok, non, mais je te fais un constat. Et après, à côté, tu as des joueurs qui, eux, physiquement, sont en pleine forme, mais ils sont nuls. Ils sont pas bons. C'est pas des bons footballeurs. Non, mais là, je te parle comme une équipe. Honnêtement, je pense que si dans les détails, les gars. Mais là, je parle de l'OM parce qu'à mon avis, c'est quand même la faillite de l'OM qu'on attendait un petit peu, mais qui s'est révélée parce que le fait de jeu du 11 contre 10 doit te changer l'histoire un peu de ce match. Le rend un peu intéressant. À 11 contre 10, tu dois quand même. Alors attends, pour être tout à fait juste, quand il y a un 0, il y a quand même une période. Alors tu me diras que c'est pas assez, mais il y a quand même un gros quart d'heure où le PSG est en souffrance. À 10 contre 11, ils sont derrière. Quand il y a le but qui est refusé pour hors-jeu. À ce moment-là, ça pousse, mais ça pousse pas intelligent. Quand Aubameyang, il a cette occasion où il doit décaler Harit, qui est seul, c'est très mal joué. Et c'est le meilleur joueur de ton équipe qui n'a pas la lucidité de faire cette belle passe. S'il y a cette belle passe, permets-moi de croire qu'il y a un partout et que peut-être le match se termine un partout et que c'est mieux pour l'OM. Mais le problème, c'est que si tes meilleurs joueurs ne font pas les bons choix et te cagadent d'une action pareille, c'est pas bon, quoi. Le pire dans ce match, c'est l'entame de la deuxième période. Tu as eu un fait de jeu, tu as fait une bonne première période, on va dire, dans l'attitude. Ok, tu as regardé le PSG à peu près dans les yeux. Tu as ce fait de jeu, Beraldo, qui fait qu'il est expulsé. Tu reviens calmement, tu as eu le temps d'en discuter dans les vestiaires, 11 contre 10. Et là, c'est l'inverse qui se passe. C'est pas toi qui pousse, c'est pas toi qui presse, c'est pas toi qui mets la pression sur les Parisiens, c'est les Parisiens qui te mettent la pression pendant 20 minutes. Et là, ils ont perdu le match déjà dans les têtes à ce moment-là. Déjà, les sorties de balles dans les 5 dernières minutes de la première période du PSG, c'est le PSG qui dit à l'OM, il dit, vous savez quoi, même nous à 10, on vous balade, on vous sort. Et tu sais ce qui se passe sur les arrêts de jeu de la première période, pour moi, c'est une honte. Les mecs attendent la fin de la mi-temps, les Parisiens. Et les Marseillais ne bougent absolument ils bougent plus, ils se donnent la balle derrière, bien sûr. Moi, je dis, t'as pas envie de gagner le match. Paris te fait peur à ce point. T'es à 11 contre 10. Ils en font pas. Ils méritent pas de le gagner. Encore si sur la fin de match, pour créer un peu de danger, ils avaient fait rentrer Moumbagna, mais ils ont même pas fait rentrer Moumbagna. On va y revenir. C'est bizarre quand même. Il y avait rouge sur Beraldo. Mais rouge, de toute façon, si c'est pas rouge direct, il y a au moins c'est au moins deuxième jaune. Comme il en avait un avant, bon. Écoute, alors, oui et non, Daniel, parce qu'en fait, il lui met. Alors, il lui met un coup Non, mais il lui met, je veux dire, un rouge direct, en l'occurrence. Oui, mais donc. Parce qu'il considère, il est rappelé par la VAR, qu'il y a annihilation d'une action de but. Et là. Action de but, quand tu pars d'aussi loin. C'est pour ça. Moi, la question. Moi, perso, je suis arbitre avec cette règle-là qu'on m'explique. Je ne donne pas ce carton rouge parce que j'estime qu'à 50 mètres du but, avec un Danilo qui peut revenir, c'est compliqué. En revanche, qui est faute probablement parce qu'il ne fait pas qu'un duel à l'épaule. C'est possible. Et deuxième jaune, je l'admets. Je suis pas sûr qu'il. Bon, enfin voilà. En tout cas, elle est intéressant de voir pour Beraldo, qui au final, ça n'a pas eu de conséquences extrêmes. Ça n'a pas eu de conséquences. À 11 contre 11, je pense que l'OM, ils sont pas loin de partir avec une petite valisette. Autre, le but refusé à Marseille. Tu montres l'évaluation ? Non, mais Beraldo, non, c'est pas ça. C'est que Beraldo, sur l'évaluation, tu veux dire, le fait de prendre ce jaune très vite, c'est intéressant quand même pour les grosses échéances là. Entre un Danilo qui est un jeune joueur, fait un peu peur, Beraldo qui prend ce jaune très tôt, inutilement. C'est parce que là, on doit juger le PSG maintenant par rapport à d'autres échéances que ce match contre l'OM. Et notamment dans la compo de ce qui est proposé. Bon, la fameuse règle du hors-jeu passif. Donc le joueur à côté de. Je crois pas qu'il y ait que ça. Il est dans les. Gilbert, je crois pas qu'il y ait que ça. À côté de Donnarumma ? Je pense qu'il est tout simplement hors-jeu tout court parce qu'ayant un pied qui dépasse, il n'y a plus personne entre la ligne et le gardien de but. Un pied qui dépasse derrière le gardien. Oui. Ah, il y a ça en plus. Mais c'est pas la gêne là dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux te dire à mon avis. Ça décide des explications parce que de toute façon, ce qu'on a vu, ce que les commentateurs sur place disaient, on parlait du le but n'est de toute façon pas valable. On a parlé un peu de évacue les histoires. On a parlé de l'autre scandale de la journée aussi, de la soirée. L'absence de Gigot un jour de dimanche de Pâques. J'y pensais. Est-ce qu'il a le droit Gassé de faire ça ? Non, honnêtement, c'est un jour de dimanche de Pâques. C'est pour ça qu'il l'a fait rentrer. Il l'a fait rentrer parce que sinon, là, c'est une faute professionnelle. Peut-être qu'il s'est trop fatigué à midi, peut-être. Il a dormi 12 heures. Pour ce qui est de la compo du PSG, puisque ça anime énormément de débats, le turnover, toutes ces choses-là, les choix de Luis Enrique, on remarquera quand même qu'on s'agite beaucoup et que quand arrive un gros match, bon, grosso modo, il ressort à peu près. Tu t'agites, hein. Il ressort.
Parce que c'est toi qui t'es agité, il a fait sa compo. Non, ceux qui s'agitent, ils font turnover. Comme quoi il en fait des tonnes. Daniel. Comme quoi il en fait des tonnes. Et ce matin ou hier, je t'ai écouté sur les grandes gueules du sport. Bien sûr, ce matin. Bah oui, mais visiblement, puisque tout le monde souhaitait qu'on prenne ce match par-dessus la jambe. Est-ce qu'il t'a écouté, d'après toi, Luis Enrique ou... Je m'en fous complètement. Bon, non, mais parce que c'est toi qui t'es agité. Lui, c'est pas agité, il a mis une compo. Non, moi je m'agite contre sur les bons matchs, effectivement, il met sa arrêtez de compo. vous agiter 2 secondes parce qu'on a le score final au rugby. Et qu'il fallait pas mettre une équipe type. Paul, score final. Bayonne-Toulon. Victoire des Toulonnais, victoire bonifiée, Gilbert, 46-10 avec 4 essais 1, Toulon qui remonte au 4e rang du classement général, Bayonne qui stagne évidemment avec cette 10e position, donc victoire ici à Saint-Sébastien des Toulonnais qui s'impose 46-10. Ok, bonne soirée. Bon, donc, sur la on a une compo qui est on va dire, juste, mais pas à 100%. Parce que pour moi, il y a une chose qui est maintenant évidente, c'est que Vitinha est aujourd'hui top 3 de cette équipe. Il s'est imposé comme le milieu de terrain qui va faire le jeu, qui va être le plus technique, qui va être le meilleur. Et je pense que sa meilleure place est définitivement plus haut sur le terrain parce que tu ne peux pas te passer ni de ses frappes, ni de ses passes. Et qu'en plus, Mbappé est meilleur quand Vitinha est près de lui. Donc, je pars du principe que Vitinha en 8 est vraiment excellent, que ses projections vers l'avant sont bonnes, que tout ce qu'il fait est bon. Je ne vois pas ce qu'apporte Fabian Ruiz au point de lui jouer en 8 pour mettre Vitinha 6. Est-ce qu'il rate en plus ? Alors, exactement. Alors, je comprends l'idée qui est de mettre Vitinha devant la défense parce que ça peut permettre de sortir des ballons. Sauf qu'à tout prendre, même si Ugarte n'est pas un crack, en fait, en devant la défense, tu n'as pas mieux. Sauf Vitinha. Mais comme Vitinha est meilleur en 8, j'espère que tout le monde me comprend, je préfère mettre Vitinha dans un fauteuil là où il est le meilleur en 8, mettre Ugarte qui est de toute façon meilleur que Fabian Ruiz, et donc ressortir ce que je dis depuis des mois et des mois, la meilleure compo de cette équipe, à savoir la compo de fin août, début septembre, avec le milieu Warren, Ugarte, Vitinha. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de meilleur milieu de terrain que ça. Petit bémol, il n'y en a pas. Non, petit bémol. Alors, bémol. Est-ce qu'il y a un meilleur milieu de terrain que ça ? Je pense que non, tu as raison. Voilà, à un bémol près. Non, à un bémol près. Enfin, dans l'esprit de Luis Enrique, je pense, et c'est tout à son honneur, mais ça ne marche pas, c'est qu'il veut plus de technique via Ruiz que via Ugarte, qui effectivement est décevant à ce niveau-là. Donc, il essaie. Par contre, ce soir, Fabian Ruiz lui montre l'inverse. Lui dire, regarde, je fais les mauvais choix. Mais moi, je comprends pour Fabian Ruiz. Moi Fabian Ruiz, quand je le vois, un joueur élégant. Moi, quand je le vois sur le terrain, en fait, ce gars-là me fait presque rêver du joueur qu'il pourrait être, mais qui, à mon sens, il ne sera jamais. C'est malheureux parce que j'ai toujours un peu d'espoir quand il arrive. Quand il est sur le terrain, je lui dis, t'as quand même la classe, putain, t'as quand même un sacré pied gauche, t'as quand même, tu vas peut-être nous faire un gros match. Mais en fait, non, ça ne colle pas. Donc, à tout prendre, je répète, même si c'est pas un crack, je mets Ugarte, Vitinha à sa meilleure place, et même Warren est meilleur quand, dans ce milieu à 3 comme au début de la saison. Alors, voilà. Moi, sur la compo, et pour revenir à ça rejoint aussi les débats qu'on a eu sans piternel avec Daniel sur Luis Enrique. Luis Enrique sait ce qu'il fait, il le fait bien, il amène tous ses joueurs en termes de minutes de jeu au top, au bon moment, pas de blessés, je pense aux joueurs offensifs. Donc, à mon avis, c'est bien. Après, dans la compo, on va revenir sur la sortie de Mbappé un peu plus tard. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que ça aussi, ça fait partie des choses bien. Tu as 23 points d'avance sur l'OM et 12 sur Brest. Tu mènes 1-0. Tu as un match mercredi en demi-finale de coupe qui est un match à enjeu. Tu as la Ligue des Champions qui se profile. Je pense, je maintiens, je martèle, il a raison. Après, en revanche, sur la compo et sur la façon et les joueurs, le jeu et les joueurs. D'abord, offensivement, je pense que Ramos met à chaque fois le but qu'il faut pour être le 9 qui est en avance sur Kolo Muani. Quoi qu'il arrive, si on joue avec un 9 entre les deux, Ramos est devant, il l'a encore montré à la fin, je pense que voilà, pour moi, mais voilà. Oui, moi je suis d'accord, mais je suis pas sûr que dans l'esprit. Non, mais tu vois que finalement, c'est pareil, Ugarte, toi tu le dis, mais il le fait pas. Finalement, mes critiques sur Luis Enrique par rapport à sa compo, où il invente et tout ça, où il change, au final, est-ce qu'on ne revient pas à dire que s'il y a un 9, c'est quand même Ramos le meilleur, ce que je dis depuis le début de la saison, que le milieu, malgré les essais, et encore une fois, je comprends les essais, je comprends sa philosophie. C'est parce qu'il a fait ses essais qui fait ça.
Bah alors, excuse-moi, je ne pense pas être un Par génie, exemple, je pense que dès le début de la saison, j'ai vu que le meilleur milieu de terrain, ce serait Ugarte ou Warren Vitinha. Mais parce que Vitinha en 8, ça crève les yeux, en fait. Écoute bien, ça crève les yeux. Il prouve à tout le monde, observateurs, et à ses joueurs aussi, c'est important, en faisant jouer tout le monde, en mettant tous les gens devant leurs responsabilités, y compris les joueurs. Tu es là, Ruiz, tu n'es pas suffisamment bon, ok, tu joues pas. Ah, il le met quand même beaucoup, pour quelqu'un qui fait ses prestations-là. Chouchou, Kang Lee. Tu dis chouchou. Non, il joue pas ce soir. Tu vois, tu disais, il joue tout le temps, c'est le chouchou, il a le machin. À un moment, il était aligné. Oui, tout le temps. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de chouchou dans cette équipe. Il a fait des essais. Même aujourd'hui, dans la façon dont c'est disposé, Mbappé se retrouve à un moment donné en 9 parce que Dembélé et Kolo Muani combinent sur le côté droit. Tout ce qu'a fait Mbappé comme travail depuis le début quand il l'a mis en 9, ça sert dans ces moments-là. Donc, je pense que son travail, à la fois sa répartition des temps de jeu, à la fois cette sortie aujourd'hui à la 65e, j'ai tweeté ça avant le match. J'ai dit oui, il est titulaire. Daniel va être content. Attends, Daniel, je finis ça. Daniel, tu t'énerves ce matin en disant il va pas le mettre titulaire. Il le met titulaire, mais moi je mets avant le match, il va le sortir à la 65e. Donc ça revient au même. Eh ben ça revient au même. Non, mais même s'il l'avait pas mis et qu'il le fait rentrer à la 60e. Je considérais que c'est pas une bonne idée de le sortir à ce moment-là. C'était la période où le PSG était pas mal et ils auraient pu. Bon, ils l'ont quand même gagné. Mais en contre à ce moment-là, parce qu'ils se sont cassés la profondeur. Il y avait plus du tout de profondeur après. Bon, tu vas me dire l'OM était tellement mauvais qu'ils n'ont pas eu besoin. Mais il y avait plus personne en profondeur. Mais c'est la même chose. Je comprends ce qu'il fait. C'est la victoire de Luis Enrique quand même. L'OM. J'aimerais qu'on accueille Alan au 32-16 qui est avec nous, Bonsoir, qui est là au 32-16. Salut Alan. Bonsoir messieurs, ça va? Ça va et toi? Non. J'ai que le sourire, mais bon, en même temps, je m'y attendais. Tu t'y attendais, mais sauf que quand il a pris le carton rouge, tu t'es dit c'est pourquoi pas ce soir. Non, alors déjà pour moi, il y a carton rouge déjà, puisqu'il est en position de dernier défenseur, donc ça déjà c'est un point que j'aimerais aborder avec vous, l'arbitrage. Pour moi, c'est un point quand même qui est un peu névralgique, on va dire, sur le débat. Alors, le carton rouge pour moi il y est, mais voilà, je suis pas footballeur. C'est bon, on l'a dit, ça sert à rien de revenir dessus. On a dit ok. On est bien d'accord. Par vendu. contre, j'aimerais revenir sur le but refusé. À quel moment? Là, il y a hors-jeu là. Ouais, mais à quel moment? Alors je pense que vous avez regardé aussi, la télé. Le commentateur dit, il gêne pas l'axe de vision de Donnarumma. Je crois que c'est pas ça en fait l'enjeu. Non, mais c'est pas ça l'enjeu. Mais bon. Mais je pense qu'on perd du temps pour rien. Si tu as quelque chose à dire, tu devrais passer à autre chose. Il faut l'expliquer pour redire ceux qui ont raté le début. Non, mais c'est important que je comprenne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment enjeu puisqu'en fait, il a une partie de son corps qui est derrière Donnarumma. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc là, on parle plus de la fameuse règle du hors-jeu passif dont parlait le consultant de Prime. Maintenant, j'aimerais parler quand même du niveau de l'OM. On a l'impression que les gens sont étonnés de nous voir perdre. Mais les gars, on est 7e, on a une équipe, c'est des brels, mais on va se parler sincèrement. Vous avez vu le nombre de sorties de balles du PSG perdues dans leurs 40 derniers mètres sur les sorties de défense. Vous avez vu un petit peu les ballons perdus. Si c'est Monaco, c'est Filoche 2 fois, au minimum. C'est incroyable le niveau. Oui, il y a une très mauvaise exploitation des situations. Mais on est catastrophique. Et c'est dommage que j'ai pas Stéphane Guy au téléphone ce soir, parce que j'aimerais bien lui parler de Balerdi, moi. Quand j'entends que Balerdi n'a pas son niveau, mais vous avez vu Gigot, les gars? Mais après Gigot, attention, il devait pas jouer Gigot. D'accord, mais il est catastrophique, Gigot, on le sait que c'est pas une vedette. Moi, je comprends pas ceux qui s'excitent sur Gigot. Je le dis à chaque fois. C'est pas parce qu'il fait les gros yeux et il tape dans les mains que ça en fait un crack. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu sa faute là quand il pousse l'attaquant parisien là dans le dos? Mais il faut être complètement. Je suis désolé, il faut être bête pour faire une faute comme ça. Il faut être bête. C'est pas parce qu'il crie fort et qu'il est tatoué au OM que c'est un bon défenseur. Certes, il a la grinta là-dessus. Il y a aucun problème, ça on peut pas le remettre en question, mais il est pas bon. Et notre niveau offensif, je suis désolé, on n'a aucun créateur devant. Ça c'est le problème récurrent. À chaque fois on en parle, mais il y a un déficit de création à l'OM. Parce qu'en fait, t'attendais pour ce secteur-là, tu attendais évidemment beaucoup d'Unai depuis qu'il a signé. Et là, on est en catastrophe totale. Il faut abandonner l'idée. Et l'autre, c'est Harit. Mais Harit, on le voit à chaque fois qu'il y a un gros match, qu'il n'est pas au niveau. C'est un bon. On l'aime bien ce joueur. C'est un bon joueur de Ligue 1. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et dès que le niveau s'élève, c'est trop compliqué pour lui, mais on le sait, on le voit, c'est un récurrent. Voilà, sa blessure qui est quand même très grave, l'a certainement ralenti dans sa progression. En plus. Moi, quand je vois qu'on n'a plus de numéro 10 aujourd'hui, qu'on a quand même délaissé un Payet, moi je suis désolé, aujourd'hui tu mets Payet sur le terrain,
qu'on le veuille ou non. Non, mais t'as raison, mais le problème, c'est le drame, c'est d'aller chercher parce des que Payet vieux. dans les PSG-OM, c'est pareil, il faisait pas plus. Non, parce qu'on avait un mec qui savait faire des passes vers l'avant, Daniel, tout simplement. Alan, une idée comme ça qui vieillit un peu, c'est pas ça l'idée. L'enjeu, c'est d'aller trouver de bons joueurs, même sans aller rechercher Payet. On va pas jouer à ça. Il se trouve là où tu as raison, je suis d'accord. La première période où effectivement le PSG fait des erreurs dans ses sorties de balles, où l'OM, avec Vertou notamment au milieu, vraiment a une emprise par moment sur la récupération. C'est Vertou votre meilleur milieu de terrain. C'est le meilleur joueur. Et en fait, ça devrait être un joueur, un accompagnant. Vertou, ça devrait être un milieu relayeur. Et l'autre très bon joueur, un gars qui fait briller quelqu'un d'autre. Et l'autre très bon, ça devrait être, c'est Harit. C'est le seul que j'ai vu récemment au milieu mettre une touche technique et aller vers l'avant sur tous ses contrôles. Le niveau s'élève, il y arrive. Voilà. Mais c'est le seul. Moi, par exemple, à Rennes, c'est le seul que j'ai vu être techniquement là, au niveau. Vous parlez des milieux, mais parlons de la ligne d'attaque parce que mine de rien, il y a une stat là quand même. L'OM a 10 tirs cadrés. Contre seulement 3 pour Paris. Oui, mais il y a plein de frappes, c'est des frappes Molasson, c'est des frappes qui n'inquiètent pas Donnarumma. Ça veut dire qu'il y a un problème de finition, au-delà de vous parlez de meneur de jeu. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'occasion, il y a un problème. Il y a le problème de finition. La seule vraie frappe, elle n'est pas cadrée, c'est celle de Vertou d'ailleurs. C'est très très belle frappe. Non, mais en deuxième mi-temps, Donnarumma qui fait plein d'arrêts aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des occasions. Il fait un arrêt sur une grosse frappe. Le reste, c'est pas des. Le reste, c'est pas des arrêts mi-temps, le compliqués. double arrêt là. Le reste, c'est pas très compliqué. Et il y a une situation vraiment bouillante qui est mal jouée. J'en parlais tout à l'heure, c'est celle d'Aubameyang. Il doit décaler Harit. Ça, c'est une vraie opportunité pour l'OM. Ça, c'est la balle de 1 partout. Et là, le match, au minimum, il doit rester à 1 partout derrière parce que je crois pas que le PSG met le deuxième but à ce moment-là. Voilà. Alan, un truc à rajouter ? Et le fait que ça arrive par le biais de ton meilleur joueur, c'est un problème aussi. Oui, j'aimerais rajouter que pour moi, parce que là, tout à l'heure, j'entendais le débat sur Paris. Et bon, moi, après, je suis pas supporter du PSG et j'en ai rien à faire. Mais moi, quand j'entends les gens se séguer un peu sur le PSG en disant ouais, ils sont géniaux, machin. Mais les gars, regardez leur niveau. Hein. Ils jouent contre le 7e et ils ont eu du mal. Certes, ils sont à 10, ok, pas de problème. Mais ils ont eu du mal contre le 7e. Parce que je vous dis, contre on va dire, top 10 européen, c'est filoche au minimum. Moi, il n'y a rien. On va écouter Luis Enrique. Mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. Les gars, on y va. Ah oui. Non, mais Longo. Attends, mais écoutez. C'est un match classique. Voilà, donc les supporters attendent beaucoup du club pour ce match. Ha sido especial, un estadio en el que la presión es clara y por eso no habíamos perdido ningún partido en esta competición y nosotros seguimos siendo fieles a nuestra idea de ganar lo antes posible los títulos y no especular con ningún resultado. Ahora toca recuperar muy rápido y pensar en la semifinal contra el Rennes. Donc voilà, on a gagné. Maintenant, on pense à Rennes, demi-finale de Coupe de France cette semaine. Je suis très content du résultat. Non, il y a la trade. Bon, ça perd du temps, on perd du temps. Bon, ce qu'on va faire, parce que Luis Enrique, malheureusement, dans ses conférences de presse, là, c'est dommage, hein, mais enfin, en général, il dit pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Jérôme Thomas écoute. Oui, c'est vrai, c'est un problème. Jérôme Thomas écoute. Et si jamais il dit un truc intéressant, il dit pas grand-chose, mais on pourrait l'entendre. Mais ses actes parlent pour lui, Daniel. Oui. Alors, on est sur l'OM. Restons sur l'OM pour l'instant. On reviendra à Paris ensuite. On a le temps jusqu'à minuit. Je remercie Alain au 32-16 et on accueille maintenant Malik. Malik, bonsoir. On va vouloir les deux, Flo, et les entraîneurs. Salut Malik. Attendez les gars, Marseille. On y va. Malik. Ça fait un moment que je ne vous avais pas vu, mais là c'est trop. Je voulais passer un coup de gueule. Je vous dis franchement, j'espère. Ils m'ont dégoûté du foot aujourd'hui. Je parle même pas du club. Moi, avant le match, je me suis dit allez, on va se faire taper 5-6 euros, c'est pas grave. Vu ce qu'il y avait sur le papier. C'était parti comme ça. À la fin, on fait un match, on s'en sort bien. Je comprends même pas les supporters qui taillent l'équipe. Moi, je vous le dis, sans toute mauvaise foi, la vérité, ce soir, on est au-dessus. Mais moi, ce qui me dégoûte, la vérité, c'est les commentateurs qu'on entend et l'arbitrage français, mais nul. Déjà que Donnarumma, qui lui, d'habitude, il a un problème situé dans l'espace-temps. Comme par hasard, aujourd'hui, il nous arrête tarpin de but. Et quand on marque, il nous refuse de but. On ne sait pas pourquoi. Le joueur, pareil, sur l'action où il marque. Où il marque pas, normalement il doit siffler, il touche le ballon, après il lui met une patate, il lui dit non, il n'y a rien, et il revient pas à la VAR. Moi je ne discute jamais de l'arbitrage. Tu fais que ça là en l'occurrence, mais tu vois pas une différence de niveau entre les deux équipes quand même? On se moque de nous, soyez de bonne foi. Même les commentateurs, tu les entends à la mi-temps, ils te disent quoi? Ils te disent Paris, ils ont bien géré la pression. Qu'est-ce qu'ils ont géré la pression? Ils prennent 2 cartons jaunes sur contestation. En vrai c'est la mauvaise foi moi qui me flingue. Encore on a perdu. Allez, il n'y a pas de problème. Mais c'est une mauvaise foi incroyable.
Écoute, je vais te dire la vérité. Je vois bien que tu es déçu, mais je suis désolé, tu racontes n'importe quoi parce qu'en plus les deux commentateurs sont vraiment ceux qui commentaient le match ce soir pour Prime sont deux supporters de l'OM. Donc vraiment, je pense que c'est parce que tu es déçu et tu te rends pas compte. Mais il y a rien à dire de l'arbitrage ce soir. Mais moi je m'en fous de Paris, moi je m'en fous. La vérité, je m'en fous. Mais il faut être honnête. Quand le joueur, c'est la règle, c'est pas moi qui l'invente. Tu touches le ballon, il te met un coup de poing. Normalement, il y a sifflet quand c'est dans la surface. Et là, il siffle pas. On sait pas pourquoi. Quel coup de poing? De quoi tu parles? Mais arrête, la tête à la fin, Daniel, tu l'as pas vu? Mais c'est rien du tout. Il sort au point et ça finit sur la tête de Gigot. Je pense que bon, écoute, la déception fait dire des bêtises. C'est pas Schumacher contre Battiston. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, oui, allez. Malik se concentre sur l'arbitrage. C'est pas grave. Dis-toi ça si tu as envie de te dire ça plutôt que de parler du foot. Alors, avant l'évaluation, j'aimerais quand même revenir sur un point de Flo tout à l'heure dans les 3 points. Tu parlais des matchs de Gasset face à des grosses équipes. Alors c'est vrai qu'au début de Gasset, il y a eu l'état de grâce. Gasset, c'est des matchs de l'OM tout simplement. L'état de grâce Gasset avec les victoires. C'était l'effet Gasset. Et en fait, oui, mais les petits, ils les gagnaient pas même avant. Hein, donc, Non, mais ce qui est vrai, il y a un effet Gasset dans les têtes, parce que dans les têtes contre les petits, ça suffit. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, ça a été bien fait par Benassia et par Gasset, et pas que par Gasset, puisqu'on a appris comment il fonctionnait avec son staff, avec Girard et Printemps. Ok, très bien, parfait. Et c'est très bien. Et sans lui, ça n'aurait pas été le cas. Je remets pas ça en cause. Je dis juste qu'on savait que la montagne s'annonçait. Il suffisait de lire le calendrier et on a dit maintenant on va voir, parce que c'est intéressant de voir quand même que l'OM, qui a des ambitions d'être sur le podium ou pas loin, ils ont besoin de gagner ces matchs-là pour être troisième puisqu'ils ont du retard. On voit, ils n'ont pas le niveau. Alors oui, tu peux dire l'infirmerie est pleine, c'est de la faute à l'absence, peut-être. L'effectif est mal composé, est mal constitué, c'est vrai aussi. Mais ça c'est une grosse faute. Hein. Bien sûr. Parce que je suis désolé. Ça, c'est pas Gasset qui est en cause. Au-delà du match de ce mais soir, voilà, la preuve, c'est que dès qu'il rencontre, dès que la pente s'élève, il n'y arrive pas. 23 points de retard sur le PSG, c'est pas normal. Être loin derrière Brest, c'est pas normal. L'OM n'a pas à être à cette place-là, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que l'intersaison a été complètement massacrée. Et c'est ça le vrai problème de l'OM, c'est pas la défaite de ce soir à la limite. Bon, et je te dirais même par rapport à ce qui s'est passé dans l'année. Tu as donc refait comme d'habitude ce bazar à l'intersaison. Ok, ça avait marché avec Tudor et ça ne marche pas avec Marcelino. Tu t'aperçois que tu es en accident industriel et à l'intersaison on se dit tiens, il y aura peut-être des choses quand même au mercato d'hiver. Puis tu t'aperçois que ça va pas le faire en termes de moyens. Et là, on apprend que les mecs dont on voulait plus, tu sais, qui étaient à la Cannes, dont Sarr, finalement, vont faire l'affaire. On va les garder. Tu as compris, en gros, qu'ils sont en train d'embrouiller tout le monde. Et en gros, ils vont rien prendre. Ils se disent, on va y arriver parce qu'on est meilleur, on est reposé. Dès qu'on récupérera les gars de la Cannes, ça va le faire. Alors que clairement, dès l'automne, on savait que cet effectif, allait potentiellement être insuffisant. Donc, il y a eu erreur, effectivement, dans les coachs. On ne peut pas s'en sortir à l'OM en changeant tous les ans de coach, effectivement, encore moins en changeant 3 fois de coach dans l'année. Tu peux pas t'en sortir en changeant comme ça l'effectif. Et puis surtout là, dans les choix, qu'est-ce qui s'est passé ce soir dans la bonne période de Marseille contre le Paris Saint-Germain, quand il récupère bien les ballons au milieu, parce que ça a été le cas effectivement, et notamment avec Vertou, et Vertou lui fait les passes qu'il faut. Devant, ils ont tout caviardé. Ils ont plutôt tout vendangé, que ce soit Ulysse Garcia, Luis Enrique, Ndiaye, les 1-2 ils se comprennent pas, les frappes de Kondogbia dans la tribune, les centres au 3e poteau, même Merlin s'est mis à centrer n'importe comment. Honnêtement, techniquement, c'était une boucherie. Et quand il a raté son centre, il a failli marquer. Ouais, franchement, c'est une boucherie. C'est d'ailleurs une boucherie un peu Ligue 1. Pour revenir au débat qu'a initié Daniel suite au match de l'équipe de France, après l'Allemagne. Des Bleus. C'est vrai que techniquement, ce match-là d'une équipe comme Marseille, avec l'effectif tel qu'ils l'ont composé, ça fait très peur. Là, tu as des joueurs dont on ne se souviendra plus jamais qu'ils ont joué à l'OM. Comme ces fameux joueurs, des fois tu envoies des photos, tu as des mecs, et tu as raison sur Moumbagna d'ailleurs aussi dans les attaquants, mais il y en a d'autres. Tu vas te dire, mais tiens, ce mec-là, il a passé 1 an à l'OM, 1 an et demi, 2 ans. Oui, donc c'est terrible. Moi, c'est ça le constat que je fais. Moi, je suis d'accord avec les gars qui nous appellent ce soir, et j'ai plein de messages sur Twitter. C'est ça qui fait mal. T'es vexé, t'as plein de choses, t'as des réactions bizarres parfois les soirs de match. Mais la réaction ce soir, c'est terrible de se dire que t'es à 23 points du PSG, mais surtout que même quand t'es bien dans un match où t'es correctement en place, parce qu'il y a un bon coup de Gasset sur son 4-2-3-1 versus plutôt le 4-3-3 qu'il mettait avant, où il a gêné d'ailleurs les Parisiens avec ça, donc c'était plutôt bien en place, mais techniquement, tout était raté. Dans les 30 derniers mètres, tout est raté, sauf ce que fait à peu près Aubameyang. Et donc, c'est mort. Tu ne peux pas gagner un match contre une bonne équipe. Donc là, calendrier qui devient plus dur. Villarreal, Rennes, évidemment PSG. Derrière, tu as Benfica. Écoutez, Geoffrey Kondogbia, là, il est en train de s'exprimer en zone d'interview. On avait les éléments pour gagner ce match. Donc voilà, il y avait des choses positives et il va falloir s'améliorer pour les prochains matchs.
vous tirez 22 fois au but. La question est, vous tirez 22 fois au but? C'est une question? C'est une question? Non, mais oui, enfin, c'est une constatation. Voilà. C'est quand même énorme, 22 fois. Non, le football, c'est l'efficacité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a manqué. Mais bon, ça fait partie du football. On va essayer de s'améliorer pour le prochain match. Bon, voilà. Décidément, ces réactions d'après-match, des fois, je me demande pourquoi on les fait, en fait. Ou je me demande si les joueurs font pas exprès. Et puis à chaud comme ça, parfois, c'est un peu, je pense qu'ils sont vraiment très déçus. Boulka à Nice aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc, parce que ça dit exactement le problème qu'il y a depuis plusieurs semaines dans le vestiaire à Nice. Bon, alors on écoute toujours, parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une analyse sincère. C'est là le problème. Le problème là, c'est qu'il ne va rien dire. D'abord parce que lui n'est pas bon. Donc imagine que Kondogbia dise, ouais, c'est vrai qu'il y a des attitudes, des choses qui m'ont gêné chez mes coéquipiers. Tu veux dire, mais non, oui, pas possible. Bah non, non. Donc voilà, t'as éventuellement un mec qui est bon, qui se dépouille et qui en a marre comme Boulka. Peut-être ça arrivera. Sinon, il y a un constat partagé. Tu sais que tu as une équipe qui est vraiment moins forte, qui est diminuée en plus, qui perd Mbemba en passage dans la série. Gros coup dur pour l'OM, pour la suite là, des événements, Benfica et compagnie. Donc, vendredi prochain, ils vont à Lille. Ils vont à Lille et tu as Benfica après. Donc bien là, sûr. C'est quand même un enchaînement chaud. Donc non, franchement, c'est une mauvaise période. Et en plus, effectivement, tu es privé de quelques joueurs. Là, tu vas être privé de Mbemba en plus. Mais si tu as la place de Kondogbia, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais que quand à 10 contre 11, dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, tu as compris que tu allais te faire manger. Tu te dis, c'est quoi le match? Comment tu veux réintéresser remettre de l'intérêt dans la Ligue 1? Tu vas faire commencer le PSG à 10 l'an prochain? C'est pas possible. La gestion de Kylian Mbappé. Donc une fois de plus, il n'a pas joué tout le match. Toi, Daniel, tu estimes que il aurait dû rester? Non, il peut. Non, je suis pas. Je suis pas. Comment dire, affirmatif ou dur sur ce choix. Il n'était pas en train de faire un match de dingue, mais je pense que au moment. En plus, face à un latéral qui joue pas à son poste. Au moment où il le sort, je pense que c'est le moment où le PSG avait peut-être. Alors que ce soit lui ou Dembélé, je pense que Paris pouvait garder un peu de profondeur. Et ils n'en ont pas gardé. Mais je comprends le choix parce que j'imagine qu'il a voulu au contraire. Même quitte à se priver de profondeur ou en garder juste par éventuellement les montées d'Hakimi à droite, avoir plus de contrôle au milieu et densifier toute cette zone pour garder le ballon et garder du contrôle. Donc je comprends le choix. Maintenant, moi, Mbappé, je l'aurais gardé encore un petit peu parce que je sentais qu'à ce moment-là, il était en train d'être un petit peu mieux. Et c'est vrai que c'était une période où le PSG était pas mal. Et derrière sa sortie, ça a été la période où le PSG a le plus souffert. Parce qu'il a fallu un peu se réorganiser. Mais je peux comprendre, après tout, il n'était pas en train de faire un match de fou. Maintenant, c'est toujours étonnant de le voir sortir, parce que tu te dis qu'à tout moment, il peut faire quelque chose. Et c'est vrai que quand même, c'est un joueur qui fait souvent la différence. Jean-Louis Gasset arrive, et ensuite Flo, tu donneras ton avis sur la sortie de Mbappé. Joué était fou aussi. Après cette défaite, est-ce qu'il y a de la frustration, parce que vous avez fait une très bonne première période, vous étiez en supériorité numérique. Comment vous ressortez à chaud? Merci beaucoup. Beaucoup de frustration. Tout le monde me parle de 10 contre 11, mais avant, en première mi-temps, on était bien dans le match. On a bien récupéré le ballon malgré leur talent offensif. On a bien défendu et on a eu les 3-4 situations de contre où on doit mieux maîtriser ou être plus efficace. Après, à 10 contre 11, ce qui est dur, c'est de se faire prendre en contre, alors qu'on les met dans leur 30 mètres. Mais le talent en face, il fallait qu'on reste beaucoup plus concentré. Allez, encore une réponse de Jean-Louis Gasset. Bruno, à l'opposé. Vas-y, Bruno. Ouais, Bruno. Bruno Blonza, je pense. Bien sûr, qu'on salue. Oui, coach, bonsoir. Vous avez notamment, je crois bien, frappé 22 fois au but. Est-ce que ce résultat-là, la physionomie du match un petit peu, c'est justement l'écart entre ces deux équipes aujourd'hui, d'après vous, entre une équipe qui sait, comme on dit, un peu faire le dos rond, être réaliste, et vous qui avez vraiment pêché offensivement? C'est pas pêcher offensivement. On a eu des opportunités. Paris a un très grand gardien qui donne l'impression de prendre tout le but. Après, quand on marque un but, je languis de le revoir
parce que je pense qu'il est discutable. Il y a 2 faits de jeu majeurs en deuxième mi-temps. Le premier, c'est la sortie d'Mbemba à la 50e minute, ce qui nous fait encore un défenseur central. Le temps que Samuel Gigot, qui n'a pas joué depuis Montpellier, qui était là au cas où le dernier quart d'heure, ça nous le fait jouer plus de 30 minutes. Le temps qu'on trouve la position, on prend le but 1 minute après. Ça, c'est le premier. Le second, c'est le but. C'est le but refusé, parce que ça renvoie sa frappe. Verretou la met de l'autre côté. Je languis de voir les images. Parce que là, ça change tout le match. On égalise 1-1, on les met dans leurs 30 mètres, on passe par les côtés. Je pense que c'est 15-20 minutes où on pouvait le gagner. C'est pour ça que c'est la frustration. Bon, voilà donc la première réaction de Jean-Louis Gasset. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'il dit. Non. Lui dire que je suis désolé, Jean-Louis, ça n'est pas discutable. Le but doit être refusé à 100%. Et la deuxième chose sur la première période, c'est qu'il a raison, on l'a dit d'ailleurs, et j'ai dit, ils ont regardé le PSG dans les yeux, mais quand techniquement derrière, tu ne te sers pas de ces récupérations que tu n'es pas capable, il ne faut pas rêver non plus à des buts improbables. Il a d'ailleurs dit pas d'occasion, il a dit des situations. Ouais, d'accord, tu as des situations, certes, mais c'est pas suffisant. Donc c'est normal, il est dans son rôle. Et c'est un message qui est destiné aussi aux supporters et aux joueurs pour dire on n'a pas été ridicule, on n'a pas été mauvais. Il parle de fait de jeu. Ok. Il n'a pas tort sur le Mbemba. Je viens de demander à un arbitre international qui me répond but à refuser indiscutablement aux yeux des lois du jeu actuel. Oui, voilà. parce que ce n'est pas lié à la gêne et au passage du joueur devant le gardien, mais au fait qu'il a son pied qui est derrière lui à ce moment-là. Bon, peu importe, de toute façon. Je pense qu'il y a 2 débats. Donc n'y pensez même plus, il n'y a même plus de débat en fait. Sur juste la sortie d'Mbappé, moi on a déjà eu ce débat il y a longtemps, je pense que tout ce qui se passe en ce moment valide effectivement aussi ces choix-là qui sont tout bêtement des choix de gestion qui fait que effectivement tu as un coach qui se dit on a 10 points d'avance en Ligue 1, ok, donc là on va faire ça, on va mettre Mbappé sur le banc, on va peut-être le faire sortir un peu plus et on va éviter d'avoir la litanie des blessés habituels qu'a pu avoir le PSG ou qu'ont pu avoir d'autres clubs à des moments importants, c'est de la gestion. Là il sort à la 65e, il y a 2 raisons. D'abord, effectivement, tu peux considérer que tu mets des joueurs défensivement qui vont t'apporter plus d'impact. Et la preuve est que sur le contre en question qui avait le deuxième but, c'est Asensio Ramos qui sont techniquement largement à la hauteur pour faire ce qu'ils ont fait. Il est très beau sa construction. Moi qui aime les contres, tu le sais, et qui ai toujours été adepte de ça, je regarde quand ça part. Toutes les passes sont données quasiment, y compris la dernière, un tout petit peu juste, mais elle est belle. Donc moi je trouve que le contre de Strasbourg aujourd'hui. Oui, je l'ai vu aussi. Magnifique, celui-là, très beau contre aussi d'ailleurs. Et si tu veux, je pense que dans sa stratégie depuis le début de la saison, Luis Enrique a voulu impliquer tout le monde. Il a tout le monde avec lui et il peut sortir tout le monde maintenant de manière assez facile. Sauf que Mbappé évidemment, il n'est pas content et c'est normal. Il en a pris plein la gueule cette année parce que quand il le sort à la mi-temps à Monaco, quand il le sort là à la 65e dans un classique, ça n'est pas habituel. Mais en gros, il faut s'y habituer. Et Luis Enrique, sans provocation, l'a dit à plein de joueurs depuis très longtemps. Il l'a dit à Vitinha après le match de Dortmund. Il lui a dit, voilà, oui, je te sors, il y a une raison, il n'y a aucune raison. Tu es parfaitement bon, tu fais bien ton job, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est de la gestion d'effectifs. Et après, moi, ce qui m'inquiète plus, pour revenir à ça... Rassure-moi, Gérard, comme ça fait la gestion d'effectifs. C'est le coach, c'est le boss. C'est dingue. Ça fait plus de 15 ans que tu fais l'after, et moi aussi. On a le droit de discuter un entraîneur bien ou pas? Sûr. Non, parce que j'ai l'impression que depuis qu'Luis Enrique, tu n'as plus le droit. Non, mais bien sûr que si. Regarde la preuve, on en discute. Tu t'arrêtes pas de dire c'est comme ça, on ne discute pas, c'est la gestion. Je te parle des joueurs. Excuse-moi. Non, excuse-moi, on n'a plus le droit. Non, mais j'ai remarqué qu'on n'avait plus le droit. Non, mais depuis que Luis Enrique vous a mangé le cerveau, on n'a plus le droit d'en parler. C'est toi. C'est toi. On n'a pas le droit. Ce soir. Non, mais je me bats contre vous. Non, ce soir. Je me bats avec l'idée qu'on peut discuter un entraîneur. Gasset a le droit d'en parler. Tous les entraîneurs de la Terre, on a le droit, mais lui, on n'a pas le droit. Daniel, ce soir, tu es en train de reconnaître que ses choix sont les bons. De faire jouer Vitinha en 8, de faire jouer bien sûr. Sa gestion est couronnée de succès et tu es obligé maintenant d'être d'accord avec Luis Enrique. Écoute. Eh oui. Moi, il y a 2 points.
Tu attends quoi maintenant? Qui s'écrase quand? Ce que je vous ai dit, vous attendez qu'il s'écrase la gueule pour pouvoir lui dire qu'il a eu tort, alors qu'il a raison. C'est tout. Mais t'as raison, on a le droit de discuter ses choix. Complètement. Non, toi tu ne les discutes mais plus. Si. Non, toi à chaque fois c'est un génie. Non, c'est génie qui parle. Pas du tout. Si, c'est génie sans bouillir. C'est un gestionnaire. Moi je te dis, premier point. Excellent gestionnaire. Premier point. Ma première critique, c'est ça comme foutage de gueule. Ah ça c'est autre chose. Donc ça n'est pas le jeu. Non. Voilà. On est d'accord. Et deux, c'est choix. Ces choix, c'est quoi? C'est de tourner en rond pour finalement avoir une meilleure équipe. C'est ça que tu comprends pas. Avoir une meilleure équipe. Daniel, pourquoi tu comprends pas? 6 mois, c'est tout. Tu comprends pas ça? Tu sais pourquoi tu comprends pas, Daniel? Parce que tu n'as jamais managé. Et je peux te dire que quand tu manages, tu dois impliquer tout le monde, y compris tes remplaçants. Tout le monde implique tout le monde. Non, qui sont les entraîneurs qui n'ont pas impliqué pas du tout. Les Galtier et compagnie qui flippaient de sortir les mecs. Et tous les mecs sur le banc qui lui chiaient dans les bottes. C'est ça la réalité. Alors que là, il a un groupe avec lui. Je veux pas comparer, on va pas comparer les pommes et les poires. Pochettino, pareil. Sort Messi, il se fait casser par tout le monde. Ah bah je sors plus Messi. Alors les gars, maintenant il y a la réaction de Mbappé qui a posté il y a 15 minutes sur Instagram une photo. Alors on va essayer de l'interpréter ensemble. Sans commentaire, une photo de lui avec le brassard à la main, en mode je quitte le terrain à la tête basse, de dos. Voilà, je vous la montre, hein, c'est pas très radiophonique, mais voilà, donc Mbappé de la tête basse, de dos, il publie ça en mode sans doute je suis déçu d'être sorti, c'est ça que ça veut dire. Et ben c'est bien ça. Et ça c'est bien. Qu'il soit déçu de sortir, et il avait des mots sur. On va faire de la lecture labiale sans doute, parce que t'as vu, on a vu des choses. Bon, bah oui, il est pas content de sortir, et il a raison de pas être content de sortir. Maintenant, j'entends des trucs, c'est de la provoque, t'as vu ce qu'il lui fait. On va pas repartir là-dessus, les gars. Il s'est pas amusé à faire ça. Que à Monaco, il l'ait piqué un peu plus violemment avec cette histoire de la mi-temps, et que ça ait provoqué une discussion. Attends, j'ai pas fini. C'est que tu marches. J'ai pas fini. C'est toi, mais c'est toi qui marches là-dedans. Il a agité le chiffon rouge, t'as foncé comme un taureau. Pendant ce temps-là, il gère son effectif. Va dire à tous les joueurs que c'est de la merde, parce que cette histoire-là, que ça veut rien dire. J'ai lu l'édito de Lizarazu là-dessus, très juste. Tous les joueurs qui disent que c'est absolument bidon, que t'as pas besoin de piquer comme ça, que c'est bidon. Ah bon, c'est bidon. Mais bien sûr. Mbappé, c'est ce qu'il a fait derrière son entretien avec Luis Enrique. Il a fait un super entraînement, il était meilleur derrière. Ah bien. Voilà. Parce que tu voulais qu'il lâche tout. Non, mais il était pas bon. Tu voulais qu'il s'en aille. Mais il était pas bon. Donc le coach lui dit t'es pas bon. Écoute bien, Monaco il est pas bon, je le pique un peu plus. Attends, j'ai compris, on n'a pas le droit de le critiquer, c'est un génie, c'est toi. Voilà, de toute façon, de ta vie, tu critiques tous les ans. Lui, tu ne peux rien dire. Je le critiquerai s'il doit être critiqué. Non, jamais. Mais si, bien sûr. Jamais. Bon, tiens, on va prendre l'avis de Farid. Quand il fait, Daniel, s'il te plaît. Il y a 2 mois. Il faut qu'on s'habitue. Daniel, t'as pas écouté la com? Je t'ai dit on est d'accord, je la critique. Mais moi c'est de ça dont je parle principalement. Mais la com c'est pas important. Ah bon, alors vous êtes d'accord au fond là. Mais oui, sur la com on est d'accord. Mais non, mais juste on a le droit, on a le droit de pas se moquer des gens. D'accord, mais sur le fond, t'es d'accord, le jeu, les joueurs, la tactique, c'est important quand même. Mais attends, ça je veux bien en parler, mais quand il dit il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui, machin, et que avant-hier il dit ah non, mais c'est pas sûr qu'il parte, on a encore espoir qu'il reste. Je croyais que tu étais déjà en train de te préparer à son départ. Voilà, donc pour ça. Ta gueule. La com, sur la com, sans doute. Et là-dessus, on n'est pas d'accord. Mais tu sais quoi? C'est parce qu'il se fout de ta gueule et que t'es vexé que tu l'attaques comme ça violemment. Mais attends, c'est pas le premier entraîneur qui fait ça. Si. Mais non. N'importe quoi. Tu rentres dedans. Il a agité le chiffon rouge et tu fonces dedans. Moi, je suis surpris que tu fonces dedans. Non, mais Daniel, écoute-moi. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne supporte pas quand il arrive et qui dit ouais, parce que ça, par exemple, à l'OM ou dans n'importe quel autre club, ça passerait pas. Il dit la vérité. Genre le Barça, c'est mon club de cœur. Et il y a 4-5 joueurs qui pourraient jouer au PSG. Il n'a pas dit que ça d'ailleurs. On n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de l'entendre ça. Ça c'est vrai que tes joueurs du PSG, t'entends ça fait mal. Un entraîneur à l'OM qui dit ça, je pense qu'il il a même cité les joueurs. Il a cité Ter Stegen, les mecs. C'est une honte. Ter Stegen, par exemple. C'est une honte. C'est parce que tu réagis en supporter du PSG. Sa carrière ne montre pas que c'est un génie. Voilà, c'est tout. Daniel. Pour peu qu'on va s'y intéresser. Ah non, c'est pas un génie. Tu réponds et ensuite Farid le 32-16. Daniel, c'est pas. Vitinha, qui disait que Vitinha était fort? Qui disait que Vitinha était un grand joueur? Et lui, au début, il tâtonnait. Je sais pas si je fais jouer. Il y a Ali qui est peut-être meilleur. Vitinha, il l'envoyait sur le banc parce qu'elle fallait le piquer. Toi, tu crois. Vitinha, c'est un bon joueur. Toi, tu crois. Daniel, Riolo. Moi, j'ai vu que Vitinha est un grand joueur, mais lui, non. Lui, non. Il n'a pas compris. Si, bien sûr. Il sait pas qu'Mbappé, il est meilleur. Si, il l'a vu. Il sait pas. Il est pas bon, Mbappé. Il le met sur le banc parce qu'il est nul. Ben non. Il a compris ça. Et avant toi, parce qu'il est meilleur que toi. Et pourquoi alors il fait pas? Parce qu'il veut se mettre en avant. Il veut faire parler de lui. Pas du tout. Et qu'il n'y a que lui qui compte. Parce qu'il veut gérer un vestiaire et impliquer tout le monde. Ça m'intéresse pas.
oui, ça t'intéresse pas, t'as parlé pendant 10 minutes. Ça m'intéresse pas. Ouais, faut que t'acceptes. Et après, tu dis que t'acceptes Mais non, mais on le en parle débat. tous les jours. Mais non, t'acceptes pas Mais c'est le le débat. génie, on n'a pas le droit de parler de lui. Le jour où il gagne, Tu veux pas le parler soir où de lui. il gagne. Mais il gagne tout le temps, bien sûr qu'il va gagner tout soir le où il temps. gagne, t'as les boules. Mais il va gagner tout le temps, Parce qu'il a mais évidemment. raison. Mais même Galtier il a gagné 3-0 au Sa Vélodrome. gestion, elle est bonne. Sa gestion est bonne. Mais ils ont tous gagné au Vélodrome, de quoi tu parles? T'es énervé depuis qu'il gagne. La Real Sociedad et Marseille. Gagné au début de la saison, mais tu te souviens de ce que je disais? Mais arrête, là, tu mens, en fait. Bah Si tellement pas connaître, tu racontes de la merde. Tu mens. Mais non, t'es un menteur, Flo. C'est très bien ce que je disais au début de l'année. T'es bidon, Daniel. T'es bidon. Non, tu racontes de la merde, Flo. Tu racontes de la merde. T'es bidon depuis que t'as dit. Depuis que t'as dit, je le déteste. Tu le détestes. T'es un supporter du PSG. T'es un supporter vexé parce que dans la com, il te parle mal. Voilà. Mais c'est pas le premier qui fait parle les bons mal. choix. Si, c'est un des premiers qui parle mal. Mais non, il y en a plein comme ça dans tous les clubs. Sauf qu'il fait les bons choix. Mais dans tous les clubs, t'en as eu. Mais non, je ne suis pas d'accord. Et à la fin, il fait une équipe avec des mecs en forme. Est-ce que tu m'autorises à pas être d'accord? Je ne suis pas d'accord. Vitinha en 6, c'est pas un bon choix. Vitinha en 8, c'est un bon choix. Voilà. Il l'a fait. Dembélé en 10, c'était bien. C'est lui. Dembélé en 10, c'était bien ou pas? C'est lui qui l'a fait. Est-ce que Dembélé en 10, c'était bien? J'arrive, Farid, t'inquiète pas. Il essaie. Est-ce que tu peux me dire si c'était bien? Ah, c'était pas bien, merci. Voilà. Donc c'était pas bien. Et il gagne, et il leur fera pas. Les gars, s'il vous plaît. Mais toi, tu gagnerais au Vélodrome, arrête. Mais non, je suis pas Luis Enrique. Toi, tu crois plus fort. Il faut savoir vous arrêter, ou alors j'en viendrai à vous couper les micros. En 10, c'est pas bien, que Vitinha en 8, c'est pas bien, et tu me donnes raison. Tu cherches. Alors arrête. Il tente, il expérimente en Ligue 1. Gilbert. Salut Farid. Bonsoir. Bonsoir. Farid, est-ce que il fallait sortir Mbappé? Alors, c'était ça le début du débat. Juste une petite aparté. J'espère que tu me donneras l'occasion de vous saluer et pas de me couper, s'il te plaît. Au moins de vous dire bonsoir. Parce que, mais quand même. Non, parce que tout à l'heure, Malik qui s'enflammait, le pauvre, là, qui était pas content après l'arbitrage et tout ce que tu veux. J'écoutais juste les 3 Marseillais qui faisaient le match derrière. Ils sont unanimes pour dire que pour eux, ils auraient même pas donné le rouge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que je vais remettre un peu de l'huile sur le feu par rapport à Daniel. Donc moi, je me fais pas manger le cerveau, mais je rejoins complètement ce que dit Flo. Enfin, on a quelqu'un qui va dans le sens d'une équipe. Alors ce soir, il sort Mbappé. Moi, j'ai entendu pendant les 2 matchs de l'équipe de France où il a été 0, il faut pas le sortir. Je comprends pas, je comprends pas, et je suis pro Mbappé, hein. Je suis pas contre Mbappé, mais les choix qu'il fait, on est un petit PSG ce soir. Moi, je suis content qu'on gagne. Moi, le Classico, il est important. On a fait un match très moyen. Pour te dire, Daniel, tout ça, c'est ce que j'ai dit. Tout ça, c'est ce que j'ai dit. Ok, mais pour dire, Dembélé, est-ce que je peux se poser une question? Dembélé, tu le fais jouer 10 ou sur le côté? Et t'as vu comme quoi? Et il arrive à tester ça dans un match de Ligue 1 contre l'OM. C'est pas une leçon, ça? Mais ça sert à quoi de tester? Réponse de Farid. Si tu sais pas. Toi, tu sais dès le début, toi. Mais on l'a déjà vu dans cette position-là. Il a déjà fait jouer là. S'il vous plaît, Farid. Je ne sais pas quand le fait de mettre Colomboigny par rapport au match qu'il a fait contre le Chili, où il a fait un bon match, il s'est dit je vais le remettre sur le côté et je vais me mettre peut-être Dembélé dans l'axe. Non, j'aurais pas mis au milieu. Est-ce que tu penses que c'est bien? Moi, je vais même plus loin, Daniel. J'aurais même pas mis Ruiz, je le sors à la mi-temps, je rends tout Ugarte tellement qu'il était biton, Ruiz. Il était biton. Est-ce que Fabian Ruiz, c'est un bon choix en 8? Moi, c'est pas lui que je mettrais. Voilà, merci. Est-ce que Vitinha, c'est meilleur en 8? Donc à quel moment je dis à quel moment vous me contredisez? En fait, j'aimerais comprendre. Alors, moi, tout ce que je dis, c'est vrai, mais le problème c'est que en fait comme il vous a mangé le crâne, tout ce qu'il fait c'est pas. Voilà, parce que il y a une raison pour laquelle tu n'as pas raison. À chaque fois je pose la question, Mbappé vous le feriez jouer où? En haut à gauche. Vitinha vous le faites jouer où? En 8. Dembélé en 10, est-ce que c'est bien? Non. Daniel. Fabian Ruiz, est-ce que c'est bien? Non. C'est quand même incroyable. Tu as eu beaucoup tort sur Luis Enrique. Zaïre Emery en 3, Zaïre Emery en arrière-gauche, c'est bien. C'était une bonne idée. Si t'avais écouté. Est-ce que c'était une bonne idée, Zaïre Emery en arrière-gauche? Non. Non plus. Faut que tu écoutes. Voilà. Faut que tu écoutes. Toi, tu penses qu'avant la saison, comme Luis Enrique n'a pas eu de bons résultats dans sa carrière, dis donc, des coachs qui n'ont pas des bons résultats, ça arrive, effectivement. Donc, toi, tu penses que tu es meilleur que Luis Enrique. Et donc, tu arrives maintenant et tu dis, au mois d'août, il avait mis une bonne équipe. Ouais. Ah, bah oui, ok. Et donc, il ne change rien. À la Pochettino, je bouge rien. Tu mets ça dans la glace, les mecs se blessent et terminé. Il n'y a pas de problème. Lui pense autre chose. Est-ce qu'à l'arrivée. Attends, il pense autre chose. Et quand il fait, effectivement, Dembélé en 10, quand il remet, il a raison, Colomboigny en 7, se dit, tiens, 20 points d'avance. Je vais remettre Colomboigny en 7 parce que c'est vrai, il a été bon contre le Chili. À mon avis, ça va pas le faire, mais on va essayer quand même. C'est bien, c'est pas grave, je change. Mbappé, je vais demander de jouer en 9. Ça sert, ça? Tout ça, ça peux me dire à quoi ça sert? Ça sert dans le management des joueurs. Par exemple, Mbappé, le mettre en 9, ça sert. Parce que je te signale que moi, et Dembélé en 10, il le remettra
peut-être Moi, dès pas. le mois d'octobre, j'ai dit que j'étais un idiot, que je comprenais pas ce qu'il faisait. Donc j'attends que vous m'expliquiez. Bah, ça y est, je t'ai expliqué 10 fois, mais tu n'écoutes pas. Si, mais je veux comprendre. Vas-y, explique-moi. Tu n'écoutes pas. Explique-moi. Il dit aux joueurs, voilà, tu vas jouer là. Mbappé dit non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de jouer. Tu joues neuf. D'abord, tu travailles en neuf. Vas-y. Et quand tu te retrouves dans la position neuf, vas-y. Bah, on est en neuf, tu marques des buts de neuf. Oui, tu vois, tu peux le faire en neuf. Quand j'aurai besoin de toi en neuf, tu seras bon en neuf. Si je t'ai pas fait jouer en neuf avant, t'es pas bon en neuf. La suite. Voilà, c'est une leçon. Tu vois, t'as pris la leçon parce là. que l'entraîneur, il donne une leçon. Il donne une leçon aux joueurs. Bon management, t'as raison. T'avais raison de me donner une leçon de management. Ouais, absolument. Un entraîneur donne des leçons management, Daniel. T'en aurais besoin. En fait, après, donc derrière, un entraîneur, tu il donne des responsabilises. leçons. Alors ça, c'est fort. Oui, il lui explique des choses. Ah d'accord, c'est les U17 ou c'est un groupe pro? Toi, Daniel. Non mais t'as raison. Toi, Daniel. Non mais faut que tu te taises un peu. Toi, Daniel, il te dit tiens, moi, je suis Daniel Riolo et Kylian. Non, parle-moi de l'équipe. Arrête avec moi. Tu fais pas une fixette. Dembélé en 10, c'est une bonne idée. Dembélé en 10. Dembélé en 10. Vas-y, explique-moi Dembélé en 10. Non, c'est moi qui parle. Alors vas-y, je t'écoute. C'est moi qui parle. Oui, vas-y. Mbappé, ah ben moi. Mbappé, on s'en fout. J'ai compris. J'ai compris, Mbappé, j'ai compris. C'est toi qui as raison, j'ai compris. Dembélé en 10 maintenant. Non, c'est moi qui parle. Mbappé, je veux le mettre en haut à gauche. Je te touche pas, Kylian. T'es le meilleur en haut à gauche. Moi, je te dis que j'essaie en 9. T'as compris? Bon, t'as pris une leçon. En 10 ça, c'est la première leçon. J'ai pris la leçon. On a tous pris la leçon. C'est pas Mbappé, c'est à toi que je parle. On a tous pris la leçon. C'est à toi que je parle. Oui, j'ai pris la leçon. Vas-y. Dembélé en 10 maintenant. La suivante, c'est les joueurs qui sont sur le banc. Les gars, Vitinha, il part sur le banc. Oui, parce que je vais faire jouer les autres. Enfin, lui dis pas comme ça. Peut-être que t'es pas sûr d'avoir ta place tout le temps. Je te pique. Oui, mec. Pourquoi il est très bon comme ça? Peut-être parce qu'il a été piqué à ce moment-là. Il n'y a pas de titulaire indiscutable. Il n'y a pas de joueur au-dessus de l'institution. Donc tous les entraîneurs qui font ça, c'est des blaireaux. Tous les entraîneurs qui font pas comme ça, c'est des blaireaux. Mais déjà, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui font comme ça et qui touchent à rien. Qui touchent à rien pendant 8 mois. Qui touchent à rien du tout. De Bruyne sur le banc, Guardiola, De Bruyne sur le banc. Tu l'as vu ça? Tu l'as jamais vu? Ça arrive souvent. Tu l'as jamais vu? Non, mais ça arrive très souvent. Ça arrive quand le mec est moins bon qui veut le piquer. Eh oui, tu prends une leçon, Daniel. Toi, tu sais quoi? Dembélé en 10, tu m'as pas expliqué. Dembélé en 10. Dembélé en 10, je tente là contre Marseille. En 8 ou en 6, tu m'as pas expliqué non plus. La preuve, il essaie. Et Zaïra Emery en arrière gauche, tu m'as pas expliqué non plus. Bien sûr, il peut en avoir besoin. Regarde là, expulsion. Comment il fait au moment de l'expulsion? Il met Zaïra Emery à arrière gauche, il est obligé. Sur le moment de l'expulsion, il a changé. Donc moi, je te dis même que quand je t'ai entendu ce matin, je me suis même dit, c'est dingue, je suis en train de me dire que Daniel, que je respecte beaucoup, est un footix. Parce qu'il est prêt à se dire que ce classique, ah non, s'il n'y a pas Mbappé, le grand joueur, je ne veux pas le regarder. Si on ne met pas Mbappé titulaire, ça ne m'intéresse pas. Non, tu as dit qu'il faut à tout prix mettre Mbappé titulaire. Écoute, je vais renvoyer tout le monde, simplement, je ne vais même pas te répondre. Je vais envoyer simplement les gens à écouter ce que j'ai dit ce matin. S'ils trouvent une trace que j'ai dit ça, alors là. Tu n'as pas dit qu'il fallait mettre Mbappé titulaire? Tu peux m'amener. Non, mais est-ce que tu n'as pas dit qu'il fallait mettre Mbappé? Bien sûr qu'il fallait mettre titulaire. Non, mais j'avais l'impression que si tu ne le mets pas. Non. Il y avait un doute aussi sur ça. Tu as hurlé en disant que si on ne le mettait pas, je ne comprends pas pourquoi dans un classique on ne met pas. Bien sûr. Ça ne m'aurait pas choqué. Ok, très bien. Allez, Farid, mot de la fin pour toi sur ce débat. On est en désaccord complet. À toi, Farid. Merci, Gilbert. Bon, je dirais, je rejoins quand même en grande partie, mais c'est pas grave, je fais partie des gens à qui on a bouffé le cerveau. Mais moi, quand je me suis tapé Galtier, et l'année dernière avec Galtier, tu fais en Coupe de France là-bas. Avec Galtier, tu étais déjà éliminé de la Champions League. Si vous comparez à Galtier, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis les autres, ils nous chiaient dessus. Là-dessus, Flo, il a raison. Au moins, il a tout derrière lui. Enfin, il a raison là-dessus. Ça, c'est une certitude en ce qui me concerne. Donc, on se fait tous bouffer le cerveau, comme tu peux le penser. Mais bon, aujourd'hui, effectivement, je pense que t'attends peut-être qu'il se casse la gueule. C'est bien dommage. Je sais pas, c'est l'impression que tu nous donnes, Daniel. C'est une impression complètement folle, mais bon. Je sais pas, Daniel. J'ai l'impression que ça fait 2 ans. Regarde ce qu'on a depuis 2 ans. On a des mecs, c'est eux qui décidaient. Excuse-moi, Farid. Qui était le premier à critiquer ce qui s'est passé depuis des années au PSG? Mais c'est pour ça qu'on est surpris. Oui, mais Daniel, qui étaient tous les blaireaux qui défendaient Verratti, Neymar, Messi? Ils étaient où tous les blaireaux dont peut-être tu faisais partie? Daniel, c'est pour ça qu'on est surpris de voir qu'un coach comme ça ne te plaît pas. Ne remets pas l'institution au-dessus du reste. C'est ça qui m'étonne. Mais l'institution, ça veut rien dire. C'est pas un entraîneur qui est là depuis 6 mois qui l'incarne. L'institution. De voir qu'il met l'équipe au centre, les joueurs, qui reprend la main. Non mais ça te plaît pas par rapport à tout ce que tu as vu avant? Moi je suis surpris et c'est pour ça que je pense que c'est cette fois c'est Daniel qui conclut et ensuite on a la. Par rapport à ce que j'ai vu, si c'est effectivement comparé à Pochettino et à Galtier, il n'y a pas de problème, évidemment. Comparé aux autres, vu le matériel qu'il a sous la main par rapport aux autres qui étaient enfermés avec Neymar et avec toute la clique qui était des intouchables, et Verratti qui était absolument intouchable,
évidemment. Maintenant, moi, tout ce que je demande, et toute la saison, si tu réécoutes du mois de septembre à maintenant, tout ce que j'ai dit sur cette équipe cette année, elle aura une belle attitude. Cette équipe, elle jouera mieux que les autres années. Cette équipe, le coach décidera. Tout ça, je l'ai dit dès le début, cette équipe, elle ne perdra pas contre une équipe inférieure à elle, comme on a vu les autres années. Tout ça, je l'ai dit. Donc, vous ne pouvez pas dire que je n'ai fait que tailler cet homme-là. J'ai simplement dit, le point 1, si vous voulez écouter, il se fout de ta gueule quand il parle et c'est insupportable. Il n'est pas obligé. Il a le droit de te parler comme un humain normal. Est-ce qu'on a le droit de demander que quelqu'un te respecte quand il te parle ? Oui. C'est possible, oui ou non? Il le fait sur Twitch maintenant. Et deux, est-ce que j'ai le droit de dire que malgré tout, tous ces essais, je considère que ce n'est pas fondamentalement important si c'est pour à l'arrivée faire exactement ce que je dis, à savoir composer que le meilleur milieu de terrain de cette équipe, c'est Ugarte Vitinha ou Zahir Emery, que Mbappé sa meilleure place en haut et que Dembélé n'est pas un 10. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. C'est fini. Dans un instant, moi, j'avais pas besoin du chemin pour le savoir. Il y a un Parisien qui a fait un bon match, c'est Danilo, qui était pas mal contesté ces derniers temps. Ouais. Un Parisien qui a fait un bon match, c'est Vitinha. On l'a déjà dit, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on le redise. Et Donnarumma, que souvent moi-même j'ai critiqué. Non, mais Donnarumma, quand même que Donnarumma a fait un ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est très bon. Qui est Donnarumma ? Oui, ça fait vraiment longtemps maintenant qu'il s'est remis à un très bon niveau. Alors, il s'est remis à un très bon niveau et je pense aussi que Luis Enrique lui demanda peut-être un peu moins de relancer, tu vois, d'éviter d'être sous pression, on va dire, tu vois, au pied. Parce qu'il restera encore un peu. C'est-à-dire qu'il reste dans sa zone de confort des 6 mètres. Il est très très fort sur ça. Et tu as vu ce qu'a dit Gasset. Gasset en a parlé pour les adversaires, effectivement, dans les airs, pour ses partenaires et sur la ligne. Il faut reconnaître que là, il est dans un grand moment. Bon, Zahir Emery. Moi, je le trouve moins bien ces dernières semaines. C'est pas son meilleur match. Je le trouve en dessous. En équipe de France, bon, le pauvre, la mi-temps qu'il a joué, là, il est pas bon. Non, ces dernières semaines, vraiment en dessous. Alors après, là, quand il sort, il le met arrière-gauche parce qu'il faut tester, parce que c'est bien. Donc, il est pas bon parce que déjà, quand il joue arrière-droit, il est pas génial, mais arrière-gauche, c'est encore pire. Ce soir, on va dire qu'il comblait un trou. Mais c'est un jeune joueur qui a besoin de confirmer, évidemment. Et je pense qu'il y a des milieux de terrain dans lesquels il sera plus à l'aise. C'est le milieu de terrain que je décris depuis des mois. C'est là où il sera le meilleur. Après, ce qui est plus gênant, moi je suis pas aussi. Et attention, Hakimi est nettement en dessous, nettement moins bon, donc ça ne l'aide pas. Je veux faire un petit focus sur la défense parce que tu dis Danilo. Bon, Danilo, j'ai vu aussi des choses qui n'allaient pas. Et moi, ce qui m'inquiète plus dans ce PSG, c'est effectivement la partie défensive. C'est-à-dire que la défense centrale, ce Beraldo qui a plein de qualités, mais qui a aussi plein de défauts, et qui fait cette erreur de jeunesse sur ce premier carton jaune, je parle bien du premier. Danilo, techniquement aussi, par moment, c'est un peu ça coince. Hakimi, qui est peut-être aussi parfois un peu moyen. Danilo, je crois qu'il était bon. Non, mais d'accord, mais là, je te parle Ligue des Champions. Danilo, Nuno Mendes te donnera tout le temps le maximum. Nuno Mendes n'était pas là. Hakimi est moins bon. Beraldo prend un rouge et il prend un jaune évitable. Moi, c'est quand même là que se situe le problème. Tu sais pas ce qu'est la meilleure défense centrale du PSG à 10 jours de jouer le Barça. C'est une bonne nouvelle d'avoir récupéré Skriniar. Et Dembélé, le fait d'avoir fait tous ces essais va forcément détacher la défense Dembélé, centrale. C'est pas possible de ne pas conclure au moins avec une frappe cadrée. La première frappe, quand il a éliminé tout le monde, elle est pas à ras du poteau, je parle de la première. Elle est à 2,50 m du poteau. Honnêtement, franchement, c'est scandaleux. Là, à un moment donné, quand à ce niveau-là, le mec, il élimine tout ce qu'il veut. Avant. Il y en a une autre après. Il y en a une autre après, il s'est rapproché du cadre. Mais il a toujours pas cadré. Non, mais c'est de toute façon incroyable. Anormal. Oui, mais tu juges son match juste là-dessus ? Ah non, mais oui, parce que maintenant, lui, on sait que le reste, il sait le faire. C'est quand même lui qui met la passe sur Vitinha, si je me trompe pas. Donc, sur une de ses percées. Donc le problème, c'est qu'il alterne toujours, mais dans cette alternance, il y a un gâchis qui est énormissime. Après, moi, je pense que, mais bon, je pense qu'il faut qu'il joue à droite, à sa place. Ça l'empêche pas de gâcher également quand il est là. Bon, écoute, après, il faut rien dire, il faut faire 1000 essais et troubler la tête des joueurs aussi. Le problème, c'est que pour faire tous ces essais, il faut que tu aies des joueurs supra-intelligents. Je ne crois pas que tous le sont dans cette équipe. Je pense que beaucoup ont besoin de simplicité. Et Kolo Muani ? Un peu mieux. Je pense qu'il a pris du mental, du moral, et que c'est très très bien. Mais malheureusement, quand dans les changements, dans le coaching, Ramos rentre et prend la place, c'est con comme ça, mais quand tu es sur le banc, dans la catégorie des remplaçants, c'est Ramos qui marque encore, avec beaucoup de sang-froid quand même sur la petite temporisation avant de marquer. Il a un temps de retard.
Là où il y a le point positif, c'est que l'expression collective, elle est bonne. Et d'ailleurs, elle surpasse les prestations individuelles. Ça, c'est le point positif de ce que, pour le coup, le coach a apporté. C'est que tu peux, parce que c'est ce soir très bizarre de ne pouvoir dire et de ne pouvoir détacher que 2 joueurs à peine. Vitinha, tu dis il a fait un gros match. C'est vrai que Donnarumma on parle plus d'une équipe que de. Et Danilo qui te donne le maximum avec ses limites et Donnarumma. Mais les autres, Zaïre Emery, forcément, le replacement a fait qu'il n'a pas été terrible. L'autre, il a pris un rouge. Hakimi, très franchement, cette année, les 3 premiers mois, il est bon, mais depuis, c'est pas terrible. Hein. Hakimi au PSG, quand on fera le bilan, je ne sais pas pour combien d'années il est encore là, mais depuis qu'il est arrivé, c'est un intermittent. Hein. Bon, bref, Hakimi, pas génial ce soir. Fabien Ruiz, décevant comme d'habitude. Zaïre Emery, même quand il était au milieu, il n'était pas dingue. Dembélé, on en a parlé, il t'allume des mèches, il te crée des occasions, et après, il a les pieds à l'envers. Mbappé fait un match très moyen. Et collectivement, pourtant, tu as eu le sentiment qu'ils étaient largement au-dessus. Ça, c'est le point positif, c'est que collectivement, ça fonctionne. Tu as une équipe qui est vraiment unie. Quoi. Évaluation marseillaise, parce qu'on a quand même un beau Casper à l'OM, c'est Aubameyang ce soir, qui a enchaîné quand même, qui fait une très bonne saison. On s'est amusé, je ne sais plus si c'est dans l'équipe ou dans quel journal, qu'on commence à le comparer à Drogba. Bon, là, gros match, pas d'Aubameyang. Et une occasion de 1 partout, saccagé. Exactement. Non, donc, c'était pas son soir. Non, le bon joueur, ça a été Vertou, qui a failli tout apporter en première période, en récup et même en passe d'ess. Il a failli tout faire, mais il a failli marquer aussi, une grosse frappe. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Il y a Paolo Lopez qui fait une bonne sortie, qui sauve un peu le 0-0 à un moment donné en première période. Mais sinon, il y a beaucoup d'erreurs. Effectivement, Aubameyang, Casper. Et puis après, Luis Enrique, Ndiaye, Ulysse Garcia. Là, c'est vraiment à mettre dans la charrette des mauvais techniquement.